Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Nous voici arrivés dans la seconde émission. Alors la première a réellement été un plébiscite. Vous avez été plus de 10 000 à la regarder, plus de 750 likes et plus de 100 commentaires. Et vraiment, je vous en remercie. Et si vous appréciez ce modèle, n'hésitez pas à me mettre un like tout de suite et à vous abonner à la liste de diffusion. Au moins, vous n'en louperez pas une. En fin d'émission, vous verrez comment on peut produire les endives, le forçage et la préparation et le stockage. Mais avant ça, je vous emmène en Albanie visiter des exploitations différentes de chez nous. Nous allons aussi interviewer Hervé Pillot, un éleveur très connecté. Mais avant, on va rencontrer Michel Huchette, un agriculteur qui cherche à céder son exploitation hors cadre familial parce qu'il n'a pas de successeur, mais ne veut pas voir son exploitation morcelée. Allez, on va tout de suite voir ça. Alors bonjour Michel, alors ici on est dans ton exploitation d'endives, de production d'endives, et tu as choisi une démarche un peu particulière pour essayer de céder ton exploitation. Est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots? Écoutez, j'aime beaucoup mon métier, je suis agriculteur depuis 30 ans et donc je ne voyais pas arrêter comme ça. Comme je n'ai pas de successeur potentiel en famille, j'ai décidé de permettre à une autre personne de s'y installer. D'abord parce que l'exploitation est intéressante, on a un plaisir à faire de beaux produits, on est en biologie. On fait de l'endive et on est raccroché à des marchés organisés. Donc je trouvais que je voulais permettre à des jeunes qui cherchent de l'emploi ou voire à être chef d'entreprise de pouvoir s'installer. Alors donc c'est hors cadre familial, alors ça se fait de plus en plus, on rencontre ça à d'autres endroits. Alors tu t'es fait assister par quelques organismes que vous pourrez retrouver dans l'interview complète que je mets en bonus à la suite. Et donc ta démarche ça a été vraiment de dire l'exploitation est viable, il y a du personnel, je travaille en CUMA et je vais essayer de faire une session progressive pour qu'un jeune puisse s'installer dans le cadre de mon exploitation. Oui, pour donner un maximum de chances de réussite, c'est vrai que je me donne un temps pour accompagner le ou la successeur qui arrivera, pour de manière à bien lui permettre de connaître notre fonctionnement, les techniques et l'environnement surtout de l'exploitation. D'accord, donc ça me paraît important. Maintenant on va aller faire un petit tour de l'endiverie et puis je vous emmène tout de suite en Albanie pour aller faire un petit tour, découvrir l'agriculture de là-bas. Le but de ce voyage initié donc par la FN CUMA est que j'aille donc avec Christophe, un collègue ici des Hauts-de-France, pour aller expliquer aux agriculteurs albanais le fonctionnement d'une CUMA simplement, donc comment on peut travailler ensemble, ce qui n'est pas forcément commun chez eux. Et donc je me suis rendu à Tirana, on est parti donc de Bruxelles en avion. La première journée organisée par le ministère de l'Agriculture et l'ambassade de France donc à Tirana pour un colloque où on a présenté donc le système des CUMA. Il y a eu aussi une présentation de l'INAO donc sur les appellations d'origine et d'une banque française ainsi que de Business France. Et on a pu donc discuter avec des agriculteurs qui étaient intéressés par notre modèle, même s'il faut savoir que là-bas la surface moyenne est de 1,5 hectare en moyenne, donc qui est complètement décalé par rapport à nous. Ils n'ont pas forcément besoin de tracteurs ou de matériel de ce type-là. Par contre, ils peuvent avoir besoin de matériel de conditionnement, justement pour valoriser un peu leur production. Et c'est là-dessus qu'on a trouvé un intérêt à la discussion. La seconde journée, nous avons pu faire 2 visites d'exploitation. La première est exploitée donc par un monsieur et son fils sur une surface d'1,5 hectare. On est dans les standards, locaux, qui a transformé ses cultures de blé et de maïs en pommes et arbres fruitiers. Il les cultive de façon relativement moderne. Il a un système d'irrigation assez simple mais fonctionnel et il parvient parfaitement à vivre grâce à cela, tout simplement en utilisant et en consommant essentiellement tous ses produits, que ce soit ses fruits, ses légumes, il produit sa viande, son miel, et il nous a accueillis chez lui d'ailleurs pour nous faire goûter un peu tous ses produits. Ce sont des gens très accueillants, très agréables, et on a pu discuter grâce, aux personnes de la DAD qui nous ont accompagnés durant tout ce voyage, Liliana et Afus, de ce qu'ils faisaient et de comment ils travaillaient, et c'est vrai qu'ils sont très intéressants. À savoir que Xavier Belin a été visiter cette même exploitation lors d'un de ses voyages dernièrement, ce qui est un peu cocasse de se retrouver à si longue distance avec des personnes qu'on connaît. Ensuite, nous avons fait la visite d'un magasin de produits phyto, d'un négociant qui vit apparemment assez chichement par rapport à la moyenne de vie de là-bas. Et ils vendent des petites quantités, on a vu des petites doses. Par contre, ils fournissent semences, graines, engrais, parfois même au kilo, c'est assez impressionnant, à des agriculteurs qui exploitent sûrement des petites tailles. Et lui nous a emmenés donc pour aller visiter une des grosses exploitations du secteur, qui couvre 15 hectares, à la fois en propriété et en location, et cet agriculteur-là possède du matériel, moissonneuse-batteuse, tracteur, semoir, endeineur, presse,
Et avec ces outils, il peut réaliser de l'entreprise, donc il couvre à peu près 300 hectares de prestations au total. J'allais dire, c'est un riche agriculteur là-bas, il était assez fier de nous montrer son exploitation. Il faut savoir que peu ont la possibilité de mécaniser, déjà parce qu'ils n'ont pas beaucoup de finances, mais aussi parce que les taux d'intérêt sont hyper élevés là-bas. J'ai entendu parler de 16%, alors je suis pas certain, mais a priori, voilà, il y a des taux qui sont assez compliqués. L'entrepreneur a été nous présenter un agriculteur pour qu'il faisait de la prestation et nous avons pu comprendre que la mentalité là-bas chez certains était surtout d'attendre de l'État beaucoup de choses et qu'eux n'étaient pas très entreprenants justement, ne cherchaient pas de solutions par eux-mêmes, ce qui bloque un peu le développement donc de l'activité rurale. Il faut savoir qu'une personne sur deux travaille dans le milieu agricole dans ce pays et donc que le niveau de richesse est relativement faible, hein, ça doit être l'un des pays les plus pauvres d'Europe et donc il y a des possibilités de développement, il y a des capacités parce qu'ils savent produire, ce sont des gens aussi intelligents mais qui n'ont pas la notion d'entreprendre et donc il y aura encore du travail à faire par rapport à ça. En conclusion de ce voyage, je dirais que c'était vraiment intéressant au niveau ouverture. J'ai pu découvrir aussi le fonctionnement d'une ambassade et comment elle pouvait essayer d'interagir donc avec le pays pour développer à la fois l'activité économique du pays et le commerce entre les deux pays. Alors je garde vraiment un très bon souvenir de ce voyage. En effet, les agriculteurs et les gens albanais sont vraiment très accueillants et comparé aux difficultés économiques qu'ils peuvent subir, on voit qu'ils sont en train de réfléchir à une évolution qui est très intéressante. Et en parlant d'évolution, il y a Hervé Pillot qui m'a fait questionner aussi sur un sujet qui est comment l'évolution de l'agriculture va être bouleversée par le numérique. Allez, on regarde ça. Dans le livre, il est expliqué aussi l'AEI, l'agriculture écologiquement intensive. Est-ce que tu peux développer un peu ce sujet ? Alors ça c'est un vrai enjeu. Le numérique pour moi n'est pas un enjeu. Le numérique c'est un moyen. Par contre là, je pense qu'il y a un enjeu ou tout au moins il y en a derrière. L'enjeu il est où? C'est demain devoir produire plus, beaucoup plus, parce qu'il y aura plus de bouches à nourrir, mais il y aura aussi plein d'autres finalités. On dit à juste titre qu'on rentre dans l'ère du renouvelable. Si on rentre dans l'ère du renouvelable, il va bien falloir produire ces éléments renouvelables, que ce soit en énergie, que ce soit en biomatériaux, que ce soit en biochimie, et énormément d'éléments comme ça. Donc on va nous demander de produire tout ça à l'agriculture. Mais il va falloir le faire avec moins d'intrants. Non pas pour les règlements, même s'ils sont importants, parce que c'est la vie de la cité qui les génère, mais surtout parce qu'il n'y aura plus les intrants. Donc, il va falloir commencer à les économiser pour en avoir suffisamment longtemps pour faire cette transition qui sera quand même très longue. Par contre, on est loin d'avoir utilisé toute la connaissance que peut nous offrir la nature. Le livre « La nature est la plus grande bibliothèque du monde », on a parlé tout à l'heure des données, même si on prend toutes les données qu'on a maintenant numérisées, on est encore très loin de ce que la nature possède de connaissances. Et là, le véritable enjeu, c'est de se servir du numérique pour pouvoir acquérir toute cette connaissance et la mettre en œuvre. C'est toute la problématique du biodesign, du biomimétisme, qui nous permettra de reproduire des choses faites naturellement. Alors ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de temps, beaucoup de tests à faire pour y arriver. Ça ne sera pas le grand soir, on n'y arrivera pas du jour au lendemain, mais au fil du temps, là aussi, on va y arriver. Donc on va passer de l'un à l'autre avec le temps. Et le but de l'AEI, il est là, et le numérique est l'outil indispensable pour ça, parce que c'est l'agrégateur de connaissances qu'on n'avait pas jusqu'ici, c'était le chaudron manquant. Alors j'attends avec impatience la sortie donc, de son prochain livre, dont je ne sais pas encore le titre, mais vous le saurez sûrement bientôt. Et vous pouvez encore trouver donc Agronumericus ou L'Internet est dans le pré, actuellement dans les librairies. Vous verrez, c'est un livre très intéressant qui peut vous faire réfléchir sur les nouvelles technologies et l'évolution donc, en agriculture. Et sans plus attendre, je vous emmène donc pour voir l'arrachage de l'endive qui se passe donc dans les champs. On va aller faire un petit tour pour voir cette étrange machine. Nous voici arrivés sur le chantier d'arrachage. Alors on retrouve Michel qui est en train de vérifier le bon déroulement de l'arrachage. Alors vous voyez ici donc la machine qui est de marque Pouchin, hein. C'est une marque qui est spécialisée dans l'arrachage de l'endive. D'ailleurs c'est quasiment la seule qui reste dans cette production-là et qui fait aussi des machines destinées à la pomme de terre. Alors là on voit la machine équipée d'une effeuilleuse avant avec un système de réglage de hauteur. On a aussi un système d'arrachage particulier vu que l'endive est coupée à 15 cm de profondeur. Le bas de la racine n'est pas utile et il serait gênant dans le fond du bac pour le forçage. Donc le fond est coupé. Ensuite l'endive est projetée par un système de moulinet hydraulique donc sur le tapis de nettoyage. Tapis qui tourne
à haute vitesse et sur lequel on trouve un second tapis qui tourne lui plus lentement, dont on peut régler la vitesse et qui va permettre de réaliser un nettoyage. Donc c'est un système de maille carrée comme on peut l'utiliser pour des carottes, c'est utilisé donc aussi en carottes rouges. Et tout l'ensemble donc va venir se concentrer avec des systèmes de rouleaux rotatifs vers le centre pour être transporté, là il n'y a quasiment plus de nettoyage, vers la partie arrière où on a un système de bypass pour envoyer soit sur les systèmes de rouleaux Dolman, qui sont aussi un espèce de calibreur, ou alors directement vers la bande transporteuse qui va l'emmener vers le haut et vers la trémie afin d'être stocké avant le déchargement dans la remorque. Alors cette machine est la propriété donc de plusieurs agriculteurs qui sont organisés en CUMA. Il s'agit de la CUMA Horizon qui possède deux machines de ce type-là, hein, celle-ci et une plus récente qui vient juste d'arriver pour cette saison. Et donc l'organisation se fait autour de 8 ou 9 producteurs pour une surface totale d'environ 360-380 hectares pour les deux machines. Alors ce sont des machines vraiment très, j'allais dire très perfectionnées, hein. Michel me disait que dans le passé, il y avait vraiment des difficultés à arracher les endives. On arrive quand même ici au mois de décembre et les débuts d'arrachage ne se font pas avant le 1er novembre. Étant donné que la carotte ne conserverait pas ou ne serait pas forcément assez grosse pour pouvoir être utilisée donc en forçage. Et sans plus attendre, je vous emmène donc dans l'endiverie de Michel pour y voir tout le fonctionnement, que ce soit le déterrage et aussi la partie cassage, une production assez spécifique. Alors la production de l'endive se fait à base de racines. À l'origine c'est une plante bisannuelle donc qui se cultive en terre. Quand elle est récoltée, elle est ensuite emmenée et mise en tas près de l'exploitation afin d'être d'abord nettoyée et déterrée. Alors le déterrage se fait grâce à un système de déterrage composé de rouleaux étoiles essentiellement au départ, puis d'un système de rouleaux de calibrage qui permet de calibrer bien l'endive, les trop petites étant évacuées en déchets sur le côté et les plus grandes étant évacuées aussi sur l'extérieur, ce qu'elle ferait une trop grande endive. Ensuite, l'ensemble est transporté donc dans des palox qui sont fermés par un système de bâche, puis on va les emmener pour un stockage en frigo afin d'être conservés jusqu'à leur mise en forçage. Alors ici je vous fais visiter donc la partie forçage de l'endive. Alors une fois sortie du frigo, l'endive est mise en bac, elle est donc placée dans des bacs avec des grilles si la taille est petite, puis nettoyée correctement avant d'aller en salle de forçage. Alors en salle de forçage, elles sont placées donc sur des bacs plastiques dans lesquels coule un liquide qui est essentiellement de l'eau ici, vu qu'on est en agriculture biologique. Et donc cette eau va permettre à la racine de développer l'endive, donc la feuille qui, à l'abri du jour, va former une feuille jaune. Ça c'est une découverte qui a été faite au début du siècle par une personne qui a mis simplement des endives dans sa cave et qui a vu qu'elle faisait une fleur jaune. Et donc cette endive va être utilisée en salade. Alors pour être bien nettoyée, on la place dans un système de cassage. Auparavant cette opération se faisait manuellement, maintenant c'est automatisé. Puis l'ensemble va pour le calibrage et la mise en conditionnement dans une autre salle. Les endives une fois coupées arrivent dans la salle de conditionnement par un tapis. Les opératrices vont les éplucher puis les poser sur un système de pesée qui va les envoyer par 3 ou par 4 afin d'atteindre le système de conditionnement qui lui va ensacher. Alors c'est un système assez spécifique qui fait un poids bien déterminé que l'on peut définir au départ. Et donc une fois ensachées, elles vont être mises en caisse puis sur une palette afin d'être expédiées pour la commercialisation. Original comme production, vous ne trouvez pas? Alors, on arrive à la fin de cette émission. Alors, si vous l'avez aimé, mettez-moi un j'aime, partagez-la et surtout inscrivez-vous à la liste de diffusion. Ça vous permettra d'accéder aux bonus de l'émission. Vous pourrez retrouver l'ensemble des thèmes qui sont traités ici et que je n'ai pas pu aborder à fond. Alors si vous avez des sujets intéressants à me proposer pour l'émission, n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire ou vous pouvez me les joindre aussi par le site internet via la page contact. Et si vous voulez devenir éventuellement partenaire de l'émission, pourquoi pas non plus utiliser cette même page pour me joindre. Et puis je vous dis à bientôt donc pour la prochaine émission dans un mois et d'ici là, il y aura toujours d'autres vidéos sur la chaîne YouTube comme vous les aimez. Allez, à bientôt, salut!